l'infection urinaire chez l'enfant. L'infection urinaire constitue la pathologie rénale la plus fréquente et l'infection bactérienne la plus commune. Cela signifie une utilisation importante d'antibiotiques et de façon fréquente. Donc, ce qui va constituer certainement un fardeau important sur l'économie de santé. L'infection urinaire reste un problème important en pédiatrie vu son incidence, car c'est un motif très fréquent en pédiatrie, en particulier après la première année de vie. En rapport avec son polymorphisme clinique, ce qui rend donc son diagnostic un peu difficile, et également ce diagnostic il est difficile devant les moyens de diagnostic, en particulier les moyens de prélèvement, les éléments de prélèvement et les mesures de prélèvement, comment prélever les urines pour faire donc l'étude cytobactériologique à la recherche donc de germes qui a entraîné cette infection urinaire. Également lié à sa gravité, il faut savoir que l'infection urinaire fait partie des étiologies de l'insuffisance rénale, sans oublier que l'infection urinaire chez l'enfant cache derrière elle, dans la grande majorité des cas, des anomalies urologiques sous-jacentes, c'est-à-dire des uropathies malformatives. L'infection urinaire sujette encore des questions qui sont toujours d'actualité, à savoir la fiabilité du recueil des urines, la nature haute ou basse de l'infection urinaire, comment on fait le diagnostic topographique, et bien sûr, quelles sont les modalités thérapeutiques, en particulier devant l'avènement ou l'ascension de la résistance bactérienne aux différents antibiotiques à usage UCL, donc fréquent, à usage fréquent. La définition de l'infection urinaire est multiple, mais en réalité, c'est la présence, en commun, c'est la présence donc d'une concentration élevée de bactéries dans les urines. Mais faire le diagnostic topographique, ça veut dire de localiser est-ce qu'il s'agit d'une pyélonéphrite ou il s'agit d'une cystite. Il faut qu'il y ait des critères pour faire le diagnostic, mais on le sait très bien qu'aucun critère n'est absolument formel en matière de pyélonéphrite ou de cystite, de diagnostic topographique, que ce soit des critères cliniques ou que ce soit des critères biologiques qui peuvent mettre en place le diagnostic topographique. Ceci a créé de nouveaux termes de définition qui ont été utilisés en particulier dans les écoles anglo-saxonnes. Uncomplicated or complicated urinary tract infections, qui est difficile donc à traduire en français en premier, et également qui est difficile à appliquer en pédiatrie. Uncomplicated or complicated urinary tract infections, est-ce que ça veut dire qu'il s'agit d'une infection urinaire compliquée ou pas? Compliquée, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'elle survient sur une uropathie malformative, sur un terrain particulier, ou est-ce qu'elle est compliquée devant la gravité du tableau clinique? Donc c'est très difficile à appliquer en pédiatrie parce que tout simplement on ne peut pas savoir dès la première consultation si le malade il a déjà donc une uropathie malformative ou non. Ça ne revient qu'à notre exploration par la suite, donc on ne peut pas faire le diagnostic rapide donc aux urgences, est-ce qu'il s'agit de compliqué ou non compliqué. Et deuxième chose, le tableau clinique peut être tout
à fait, qui peuvent ne pas attirer l'attention vers une forme sévère, alors qu'il s'agit d'une forme sévère, surtout quand il s'agit d'un terrain particulier. L'association, par exemple, de fièvre chez un enfant qui a une infection ORL et une cystite ou une infection basse, peut révéler un tableau sévère, avec une infection urinaire fébrile, alors que la fièvre est en relation beaucoup plus avec son infection ORL. C'est un état possible. Et ce qui rend difficile à appliquer, c'est donc cette définition dans les écoles anglo-saxonnes, utilisée par les écoles anglo-saxonnes. Pour cela, il y a de nouvelles notions qui sont apparues et sont utilisées en pédiatrie. Facteur de risque et facteur de gravité. Ça veut dire facteur de risque, le malade il risque d'avoir des signes d'une infection urinaire grave s'il a par exemple un terrain immunodéprimé, si c'est un nourrisson âgé de moins de 3 mois, s'il a une pathologie rénale sous-jacente, une neuropathie malformative. Et les facteurs de gravité, si le malade il présente un tableau de sepsis, une infection sévère, et également lorsque l'enfant est présent d'autres complications telles qu'une déshydratation liée à, par exemple, à une diarrhée ou un problème autre, ou des vomissements en rapport avec son infection urinaire. Alors en réalité, le terme d'infection urinaire, il regroupe toutes les situations cliniques hétérogènes qui ont comme caractéristique commune la présence de quantités significatives de bactéries dans les urines. Les cystites sont les infections localisées à la vessie. Les pyélonéphrite sont les infections localisées au niveau du parenchyme rénal et au niveau du pilon. Les formes ou les caractéristiques qui permettent de définir les infections urinaires compliquées chez l'adulte sont remplacées par la notion de facteur de risque, comme on a dit, inférieur à 3 mois, un âge inférieur à 3 mois, existence d'une uropathie sous-jacente ou d'un état d'immunodépression. Les facteurs de sévérité, à savoir un syndrome septique marqué ou des signes d'hydratation. Si on fait un peu un rappel au passé sur les cas d'infection urinaire, on va comprendre que ça peut causer beaucoup de problèmes dans les prochaines années, devant l'ascension de la résistance bactérienne aux différents antibiotiques usamment utilisés. Au début, dans les premières, au début du XXe siècle, c'était une pathologie qui a causé beaucoup de mortalité. 20% des malades hospitalisés décèdent par infection urinaire. Et en réalité, l'infection urinaire est la deuxième cause d'infection bactérienne après les infections ORL et les infections respiratoires, que ce soit hautes ou basses. C'est une cause de morbidité connue, vu que les infections urinaires fébriles sont responsables de 60% de lésions du parenchyme rénal, de 20% d'insuffisance rénale chronique, de 20 à 40% d'hypertension artérielle et de 10 à 20% de prééclampsie chez la femme. Mais tout ça ne peut pas cacher la réalité qu'une prévention est possible de ces infections urinaires. Premièrement, par un diagnostic antinatal des uropathies malformatives. Et ça va nous mettre en attention, ça va attirer notre attention et mettre le médecin déjà à l'écoute et au suivi de ce malade. Quand il voit déjà, il suspecte ou il met il met en place le diagnostic d'une uropathie juste avant la naissance, et cela permettra de bien suivre le malade après sa naissance. Puis également, pour éviter les infections graves qui sont les infections hospitalières, les infections nosocomiales, il faut avoir une hygiène hospitalière particulière, insister sur l'hygiène hospitalière. Et bien sûr, sans oublier, dans le courant, il faut promouvoir les mesures hygiéno-diététiques qui vont diminuer de façon considérable la fréquence, le taux ou l'incidence des infections urinaires.
Si on fait un petit rappel, soit physiologique ou physiopathologique, on le sait très bien que l'urine et l'arbre urinaire sont normalement stériles en dehors des derniers centimètres donc de l'urètre distal, qui dans qui donc on trouve donc quand même une flore bactérienne, mais qui est diverse parce qu'elle vient de la flore digestive, la flore cutanée, la flore génitale chez la fille. Et en plus, on le sait très bien que le mécanisme, la physiologie donc l'anatomie et la physiologie de l'arbre urinaire permet donc d'éliminer au maximum donc les germes qui abrutent donc ces quelques derniers centimètres de l'urètre distal. Donc, grâce à la miction urinaire qui élimine presque 99,99% de ces germes. En plus, le mucus de la paroi vésicale également qui est permis dans l'élimination, donc la non-adhération de ces germes à la paroi vésicale. Et puis, il faut savoir que l'urine déjà n'est pas un milieu favorable pour la croissance bactérienne, vu son acidité, l'acidité de son pH, l'osmolarité variable avec la concentration élevée des différents éléments et l'absence bien sûr d'éléments nutritifs, à savoir le glucose. Et de là, la voie d'infection, en général, c'est la voie ascendante à partir de la région périnéale, à partir de ces germes qui abritent les derniers centimètres, qui vont passer, s'ils arrivent à passer jusqu'à la paroi vésicale, et de là, ils peuvent passer vers le haut appareil urinaire et entraîner donc soit une pyélonéphrite, donc une infection urinaire haute. Mais également, dans quelques cas, pas peu fréquente, rare, on peut avoir une voie descendante par voie hématogène. On le voit beaucoup plus chez le nouveau-né, mais également chez certains terrains particuliers, en particulier chez les immunodéprimés. On peut avoir quand même dans le cadre de certaines infections, dans une atteinte septique, localisation également urinaire. Bien sûr, les facteurs favorisants, ils sont de trois types. Ils peuvent être facteurs généraux. On le sait très bien que le sexe féminin, la fille, elle est plus touchée que le garçon. Le phimosis, stase, le déficit immunitaire. Il y a également des facteurs qui sont liés au germe. C'est le germe qui est le plus virulent, qui a une adhésivité importante et qui sécrète certaines toxines ou endotoxines, qui a la plus de chances d'atteindre le haut appareil urinaire ou bien de coloniser ou atteindre ou provoquer une infection urinaire même basse. Bien sûr, les facteurs liés à l'appareil urinaire, en particulier les uropathies, malformatifs, obstructifs en particulier, les troubles mictionnels, la lithiase, etc. Les lithiases, etc. Si on veut faire un petit aperçu sur l'une des uropathies les plus fréquemment rencontrées et qui sont à l'origine de l'infection urinaire dans 90% des cas, c'est le reflux vésico-urétéral, qui est un passage rétrograde à contre-courant de l'urine vésicale dans les cavités urétéropiles et calicielles et dans le parenchyme rénal. On distingue le reflux, il faut bien distinguer le reflux maladie et le reflux symptôme, qui est secondaire à une anomalie anatomique ou fonctionnelle des bas appareils urinaires. Alors, le reflux maladie, c'est le reflux primitif dû à une anomalie congénitale de la jonction urétéro-vésicale. C'est un facteur de risque non négligeable des infections urinaires. L'association reflux-infection représente le véritable danger pour le parenchyme rénal et bien sûr l'évolution vers l'insuffisance rénale. Il est mis en évidence grâce à la cystographie rétrograde qui permet de le classer en fonction de sa gravité selon la classification du Likert-Billinger en 4 grades et le 5e grade qui est une dilatation en 5 grades. Le grade 1, la dilatation, les urines ne passeront pas l'urètre pelvien. Le grade 2 qui est un reflux urétéropyélocaliciel mais sans aucune dilatation. Le grade 3 qui est avec une petite dilatation de l'urètre, de l'urétère,
Et grade 4, c'est une dilatation globale érythro-pyélocalicielle, mais les papilles restent marquées. Et le grade 5, c'est une dilatation importante, un urétère tortueux, des calices en boule. Il y a une classification à part, qui est le reflux intrarénal, qui peuvent se voir à partir de même le grade 2. À partir du grade 2, on peut avoir un reflux intrarénal, qui est un facteur de gravité supplémentaire. Le diagnostic des infections urinaires, diagnostic positif, initie deux éléments essentiels: la présence d'une bactérie significative et la présence de signes cliniques ou symptômes locaux ou systémiques d'inflammation sans autre explication. Ça veut dire, si en présence d'une bactérie simple sans signe clinique, ça ne peut pas être considéré comme une infection urinaire, mais plutôt une colonisation qui ne nécessite aucune prise en charge particulière ni aucune thérapeutique. De cela, poser un diagnostic d'infection urinaire chez l'enfant pose un véritable défi, car en dehors des signes urinaires chez le grand enfant, le tableau clinique il est souvent trompeur. Il n'y a pas de méthode de prélèvement idéale des urines et l'interprétation des résultats dépend de plusieurs facteurs, depuis la méthode de prélèvement jusqu'à la conservation des urines et jusqu'à l'examen direct et les tests bactériologiques. Et il faut savoir qu'une seule dose d'antibiotiques péros, même si elle n'est pas donnée en fonction de l'antibiogramme, ou même si le germe il n'est pas sensible à cette antibiothérapie, peut négativer les cultures. Donc pour rendre les cultures et de là poser un grand problème. En effet, pour les manifestations cliniques, il varie en fonction de l'âge et selon la localisation de l'infection urinaire. Mais aucun signe clinique n'est un signe pathognomonique de l'infection urinaire. Les signes cliniques sont parfois très trompeurs et en dehors comme on a dit, en dehors de signes cliniques chez un grand enfant en âge scolaire, à savoir des douleurs du flanc avec des dysuries, fièvre, hématurie, pollakiurie, des urines troublées, des urines fétides, les autres signes cliniques peuvent être trompeurs. Par exemple, chez un nouveau-né, on peut avoir uniquement de l'ictère. L'ictère peut être le signe clinique d'une infection urinaire. Chez un nourrisson, par exemple, une fièvre isolée, ou bien des diarrhées aiguës. Chez un enfant préscolaire, il faut faire attention à une chimie des urines qui est pathologique, avec parfois une polydipsie, hématurie, protéinurie, à la chimie des urines, et parfois même le signe clinique qui attire vers l'infection urinaire est une eunérusie. Les signes cliniques, en fonction de la localisation de l'infection urinaire, je reviens toujours, je le dis, c'est pas des signes qui sont pathognomoniques, mais il faut faire attention. La pyélonéphrite, elle est définie par une fièvre qui dépasse les 38,5, avec une altération de l'état général et un signe d'une atteinte haute, ça veut dire des douleurs lombaires. Les signes urinaires à type de dysérie, pollakiurie, qui sont parfois présents au début, mais ils sont absents dans la grande majorité des cas, dans 40% des cas. Les symptômes digestifs également, ils sont inconstants. Quant à la cystite, c'est les signes urinaires basses qui orientent vers la localisation de l'infection urinaire, à savoir une pollakiurie, une impériosité mictionnelle, des brûlures mictionnelles, des douleurs hypogastriques ou même une eunérésie secondaire, avec l'absence de fièvre dans les 4 semaines précédant ces symptomatologies ou ces signes urinaires. Pour les examens paracliniques, il y a des examens urinaires et il y a des examens sanguins. Les examens urinaires, il y a un élément de dépistage qui est important, qui est la bandelette urinaire, qui est en premier, qui a une valeur prédictive négative très importante, qui correspond presque à 97%. Ça veut dire si on a une chimie des urines négative, ça nous permet de ne pas faire un ECBI dans la grande majorité des cas. Sauf bien sûr que l'enfant il est polyurique ou un enfant avec un terrain particulier immunodéprimé, par exemple un immunodéprimé. C'est un test de dépistage qui va nous inciter à faire un ECBI si on trouve en particulier une positivité de 2 plages, les leucocytes et les nitrites.
donc leucocytes et ou nitrites. Donc ces deux plages, quand ils sont positifs, ça nous oriente vers la recherche de bactéries dans les urines par une étude cytobactériologique des urines. Ce test de dépistage n'est pas systématique. Il se fait bien sûr chez un enfant de moins de 6 mois qui a de la fièvre qui n'a pas d'explication, ou bien chez un enfant qui a une neuropathie malformative connue, ou bien il fait des infections ou des pyélonéphrite ou des infections urinaires auparavant, ou bien c'est un enfant qui a une infection et a une fièvre qui dépasse les 39, qui n'a aucune explication, mais fille ou garçon, et qui dure de plus de 48 heures. Donc on va faire une chimie des urines et par la suite une étude cytobactériologique des urines. Alors l'étude cytobactériologique des urines, c'est en fonction de la technique de prélèvement. Donc, il y a plusieurs techniques de prélèvement. Donc, et en fonction de ces techniques de prélèvement, il y aura un résultat, et ce résultat qui va nous orienter vers la positivité ou la négativité de l'étude bactériologique des urines. Alors, si on fait, il y a plusieurs méthodes. Il y a la ponction subpubienne, il y a le cathétérisme, il y a le prélèvement mictionnel. Alors, quant à la ponction subpubienne, quand il s'agit d'un bacille, on retrouve un bacillogramme négatif. Il n'y a pas de seuil. N'importe quel seuil, on la considère comme étant une infection urinaire. Un coccygramme positif, il faut que le seuil dépasse 10 puissance 3. Quand il s'agit d'un cathétérisme, donc le prélèvement il a été fait par un cathétérisme. Dans ce cas, donc, il faut qu'il y ait donc, un seuil qui dépasse les 10 puissance 3. Quand il s'agit d'un prélèvement mictionnel, ça veut dire en milieu de jet ou après un sachet collecteur, il faut que la seuil de la bactériurie dépasse les 10 puissance 5. Tout cela, c'est des critères de Cass. Bien sûr, le prélèvement, les urines, quand ils sont prélevés, il ne faut pas qu'ils restent, donc ils doivent être ensemencés donc rapidement dans les 20 minutes qui suivent donc le prélèvement. Au maximum 2 heures, ils peuvent être conservés donc 2 heures dans à la température ambiante et pas plus de 24 heures à une température de 4 degrés, car l'augmentation de délai donc de l'acheminement donc des urines vers le laboratoire augmente également le risque de faux positif. L'examen direct, donc, il est systématique et on aura les résultats en moins d'une heure. Donc, déjà, quand il existe des éléments par millimètre cube, donc, à ce point, on la considère comme étant positif et il a une valeur prédictive négative qui avoisine les 100%. Quand l'examen direct il est négatif, donc, c'est pas une infection urinaire. Donc, pour ça, il faut avoir un examen direct qui est rapide pour penser à confirmer ou infirmer l'infection urinaire et attendre par la suite la culture qui peut donc durer jusqu'à 3 jours pour avoir au moins le germe et l'antibiogramme pour adapter ou ajuster l'antibiothérapie ou le traitement de cette infection urinaire. Quant aux examens sanguins, ils n'ont aucun intérêt pour le diagnostic positif de l'infection urinaire, mais ils ont un intérêt peut-être dans le cadre de l'orientation de la localisation. Donc, on fait en général un bilan inflammatoire, une VS, une vitesse de sédimentation qui dépasse les 30 avec une CRP qui dépasse les 20. Les interleukines 6 et interleukine 8, qui nous orientent vers une localisation haute. La procalcétonine, alors, elle a vraiment un intérêt pronostic, car elle s'associe souvent, sa positivité, elle s'associe dans 97% avec la présence d'un reflux vésico-irrétéral. Alors, est-ce qu'on fait une fonction rénale, un bilan rénal? Non, pas obligatoire, parce que pour qu'il y ait un retentissement sur la fonction rénale, il faut qu'il y ait donc des antécédents chargés d'infections urinaires et qu'il y ait beaucoup de cicatrices rénales au niveau auparavant pour qu'il y ait une atteinte à la fonction rénale. Sauf bien sûr si l'état clinique, si on a une déshydratation, donc à ce moment-là, bien sûr, on va faire la fonction rénale, on va rechercher l'insuffisance rénale fonctionnelle, donc liée à cette complication telle que la déshydratation. Alors, les hémocultures, ils ne sont pas systématiques, on le sait très bien. C'est une infection localisée, donc les hémocultures sont rarement positifs. 5% de positivité après l'âge de 3 mois. Quant à l'imagerie, bien sûr, toute infection urinaire implique la réalisation d'une échographie qui va nous orienter beaucoup plus vers la localisation de l'infection urinaire. Donc, elle va éliminer bien sûr d'autres
en voyant les différents paramètres ou les différents diamètres de l'urétère, l'épaisseur de la vessie, le diamètre du pilon, la localisation, donc peut-être une lithiase. Ça va nous orienter dans le cadre du diagnostic topographique et bien sûr ça va nous orienter également pour la recherche de certaines étiologies telles que certaines uropathies malformatives. Alors, les examens isotopiques, c'est des examens de référence pour détecter, bien sûr, les pyélonéphrite, pour détecter les cicatrices rénales. Il y a les scintigraphies au DMSA, donc, qui va étudier donc, la sécrétion, la fonction rénale, et au DTPA qui va donc nous orienter vers le degré d'obstruction. L'érographie intraveineuse, donc son indication elle est de plus en plus réduite. Et la cystographie rétrograde, qui fait le diagnostic bien sûr du reflux et qui devrait être faite si on suspecte bien sûr un reflux vésico-urétéral. Donc, et elle doit se faire à distance de l'infection urinaire, 4 à 6 semaines après l'infection urinaire, ou sous antibiotiques quand le malade il est sous antibiothérapie, quand il y a une indication urgente pour prendre en charge rapidement le malade. Bien sûr, la tomodensitométrie n'a pas d'indication maintenant en première intention, ainsi que l'IRM, mais qui peut quand même nous donner des indications sur la fonctionnalité des reins, parfois même avec une insuffisance, même quand le malade il est au stade d'insuffisance rénale, et même on peut avoir une étude morphologique des uropathies malformatives, donc elle est de plus en plus utilisée dans le cadre des infections. Alors, quant au traitement, l'objectif, le traitement curatif, son objectif, il diffère quand il s'agit d'une cystite ou d'une PNA. Alors, quand il s'agit d'une cystite, l'objectif, c'est de stériliser bien sûr les urines et d'améliorer les symptômes. Mais dans le cadre d'une PNA, c'est une urgence parce qu'il faut prévenir l'installation de cicatrices rénales. Donc, il faut guérir le processus infectieux, mais également, il faut prévenir l'installation des cicatrices rénales. Il n'y a pas que le traitement médical, ça ne suffit pas seul. Il faut penser donc aux règles hygiéno-diététiques. Il faut bien, donc on le sait très bien que des boissons donc suffisantes permet donc le nettoyage par une bonne hydratation. Donc elle permet donc une diurèse importante, ce qui permet l'élimination de germes. Également les mesures d'hygiène. Donc, l'hygiène périnéale avec donc un lavage d'avant en arrière et un séchage, essuyage et un séchage. Bien sûr, après chaque sel ou après chaque donc miction. Et il faut bien sûr faire des mictions régulières. Il faut prendre boissons donc abondantes. Et bien sûr, des mictions, les mictions elles devraient être correctes, complètes et donc bien réparties dans le nictimère. Donc on a 6 à 7, on peut aller jusqu'à 6-7 mictions par jour, 1 à 2 mictions par nuit. Et il ne faut pas oublier l'intérêt de donc le retentissement d'une constipation sur la stase urinaire, et donc il faut bien prendre en charge toute rétention stercorale par la prise en charge diététique, un régime alimentaire bien pour donc lutter contre les constipations. Quand il s'agit d'une cystite, le traitement il se fait par voie orale, sauf bien sûr si l'antibiothérapie active elle ne peut être réalisable qu'en injectable ou s'il y a d'autres signes de gravité potentielle. On donne en général du cotrimoxazole ou bien de la cifixime. Et si contre-indication, ou une intolérance ou résistance au cotrimoxazole. Bien sûr, le traitement c'est maximum 5 à 10 jours. Et il n'y a pas d'intérêt de refaire donc un ECBI de contrôle. Par contre, la pyélonéphrite, c'est une urgence thérapeutique. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur l'intérêt de l'examen direct de l'étude cytobactériologique des urines pour infirmer ou confirmer l'infection urinaire. On peut hospitaliser comme on peut donner un traitement donc en ambulatoire. Donc on peut hospitaliser le malade
en particulier chez l'enfant moins de 3 mois. Si on a une infection sévère ou un terrain particulier, donc on donne, ou si le traitement oral est impossible, ou le contexte socio-familial est bas. En général, c'est une céphalosporine de 3e génération injectable pendant 2-4 jours, suivi donc par un relais par voie orale, soit par le cotrimoxazole ou bien le cifixime, pour une durée totale de 10 à 14 jours. Les aminosides peuvent être donc utilisés pour une durée brève de 2 à 4 jours. Quant au fluoroquinolone, en particulier la ciprofloxacine, ils peuvent être donnés chez un enfant en prépubère ou chez un enfant pubère, suivant un antibiogramme. Et le CBE de contrôle, il sera demandé uniquement si l'évolution clinique elle est inhabituelle ou si on a une résistance au traitement antibiotique initial. Quant au traitement préventif, basé en particulier sur l'antibioprophylaxie, c'est des antibiotiques qui sont donnés à une dose réduite, 20% de la dose curative, et qui sont bien tolérés et qui n'entraînent pas un retentissement sur la flore ou l'écosystème bactérien du tube digestif, la flore intestinale, et ce qui va nous permettre de prévenir, au moins limiter les lésions rénales secondaires. Ils sont donnés en cas de reflux vésico-urétral au grade. Ils sont donnés en cas d'infection urinaire à répétition et en cas de troubles mictionnels. Et ils sont donnés en cas d'infection urinaire, en cas de reflux à bas grade, mais avec des antécédents de récidive d'infection urinaire. L'inconvénient, c'est le traitement, la durée de traitement, en général le traitement prolongé, et le problème d'observance de ce traitement, sans oublier l'impact écologique. Il faut parler d'un élément essentiel du traitement préventif, c'est la circoncision. Il faut savoir que l'infection urinaire est 10 à 15 fois plus fréquente chez l'enfant non circoncis. Donc c'est pour ça qu'il faut l'envisager toujours avant l'âge de 1 an, dans certaines écoles avant 6 mois. Il a la même efficacité qu'une antibioprophylaxie en cas d'uropathie obstructive. D'autres mesures préventives peuvent être utilisées, comme par exemple l'Urovaxin. C'est une immunostimulation par voie orale par des fractions de Escherichia coli utilisées chez les femmes en postpartum. Et également l'utilisation de probiotiques dans l'alimentation pour la prévention de récidive d'infection urinaire à bacilles gram négatifs. Et je vous remercie.